Elle venait d'accoucher de son bébé quand son mari est arrivé et lui a demandé le divorce pour partir avec une autre femme. Malgré l'humiliation et les points de suture de la césarienne encore douloureux, la jeune mère a fait quelque chose qui a laissé tout le monde sans voix. Anna tenait son bébé de 3,6 kg dans ses bras et avançait lentement dans le couloir de l'hôpital. Chaque pas était une bataille. La plaie de la césarienne brûlait. Son ventre lançait à chaque mouvement et la douleur de la marche l'obligeait à se mordre les lèvres pour ne pas laisser échapper un gémissement. Malgré tout, elle essayait de sourire car, après 6 ans de tentatives infructueuses, de remèdes maison et de traitements hormonaux, son rêve de devenir mère s'était enfin réalisé. Ce jour-là, Rohan, son mari, n'est pas venu à l'hôpital. Il lui a dit qu'il était occupé à clôturer un projet et que sa mère passerait chercher le bébé. Anna n'a pas répondu, elle a simplement baissé les yeux. Elle était déjà habituée à son absence depuis le 6e mois de grossesse. Au début, c'était à cause du travail, puis de la fatigue, et ensuite, il a simplement cessé de donner des explications. Elle ne voulait pas non plus lui faire de reproches, elle voulait juste rentrer chez elle, bercer son fils et le coucher dans le petit berceau qu'ils avaient préparé avec tant d'enthousiasme. Elle pensait à cette pièce où elle avait un jour cru qu'ils construiraient une famille. Le taxi s'est arrêté devant la maison. La belle-mère est descendue la première pour ouvrir la porte. Anna l'a suivie lentement. En franchissant le seuil, le silence l'a surprise. Elle s'attendait à voir Rohan avec un sourire et les bras ouverts, mais il n'est pas apparu. Quelques secondes plus tard, le claquement ferme de talons a brisé le silence. Une jeune femme est sortie du salon. Elle portait une blouse blanche ajustée, une jupe rouge et des cheveux teints châtain clair. Son parfum était si doux et pénétrant qu'il emplissait toute la pièce. Et derrière elle se tenait Rohan. L'homme marchait avec une tranquillité qui faisait froid dans le dos. Il n'a pas regardé son fils et encore moins Anna. Il s'est juste arrêté et, sans ciller, a dit « Maman, je te présente Julia. C'est la femme que j'aime et je veux que tu le saches dès maintenant. » L'air dans la pièce est devenu si dense qu'il en était irrespirable. La belle-mère, qui venait de servir un verre d'eau, l'a laissé tomber brusquement. Le verre s'est brisé en deux en touchant le sol, mais personne n'a bougé pour le ramasser. La jeune femme a fait un pas en avant avec un sourire aux lèvres qui oscillait entre la courtoisie et la provocation. « Bonjour, madame », a-t-elle dit avec ironie en regardant Anna. « Je veux juste que vous sachiez que ce n'est rien de personnel. Je ne vous vole pas votre mari, je ne fais que réclamer ce qui m'appartient. » Ces mots ont été comme un couteau qui n'a pas poignardé la poitrine d'Anna, mais a coupé directement la plaie ouverte et saignante de son ventre, serrant son fils contre sa poitrine. Anna n'a pas versé une seule larme, mais alors le bébé, comme s'il percevait la tension, a laissé échapper un léger gémissement avant de se rendormir. La belle-mère, furieuse, a désigné Rohan. « Qu'est-ce que tu racontes ? Ton épouse a accouché il y a 2 jours. Ses points de césarienne ne sont même pas encore retirés. » Rohan a soupiré d'agacement, comme si la situation l'irritait. « Maman, tu sais que ça ne fonctionne pas entre nous. Nous nous sommes mariés il y a 6 ans et nous venons seulement d'avoir un enfant. » Elle a rempli son rôle. Maintenant, je veux nous libérer tous les deux. L'amante a ajouté, « Je ne veux pas qu'elle souffre, madame. Nous sommes sérieux et nous ne voulons rien cacher. » Anna les regardait sans rien dire. Ses jambes tremblaient. Son visage était pâle et ses mains serraient fort le sac. Une goutte de sueur a roulé de sa tempe jusqu'à sa joue, mais elle ne l'a pas essuyée. Elle a regardé Rohan, non pas avec reproche ou interrogation, mais comme si elle cherchait à confirmer que c'était bien l'homme à qui elle avait confié sa jeunesse. La belle-mère s'est assise, déconcertée, sans défendre sa belle-fille ni réprimander son fils. Elle a opté pour le silence, laissant chacun assumer ses erreurs. Anna est entrée dans la chambre en traînant les pieds. Chaque pas était un rappel douloureux de la blessure qui ne se refermait pas encore. Elle a posé le bébé délicatement dans le berceau et, d'un geste instinctif, a posé sa joue sur son front pour s'assurer qu'il n'avait pas de fièvre. Voyant qu'il allait bien, elle a remercié le ciel dans un murmure à peine audible et s'est laissée tomber au bord du lit. Avec des mains tremblantes, elle a changé la compresse tachée de sang pour une propre. Dehors, Rohan conversait à voix basse avec l'autre femme comme si rien ne s'était passé. Anna s'est penchée sur son fils, l'a enveloppé dans ses bras et lui a murmuré avec une tendresse déchirante, « Tout va bien, mon amour. Maman est là. » Dans le salon, la jeune femme riait avec assurance, parlant de son idée d'ouvrir un magasin. Rohan acquiesçait et souriait,
mais ses yeux déviaient sans cesse vers la porte entr'ouverte de la chambre. Son regard n'était ni de culpabilité ni de doute, mais d'une froideur inquiétante. Vers midi, la jeune femme s'est levée. Elle a laissé un sac de fruits sur la table comme un geste de courtoisie. « Je dois y aller », a-t-elle dit en lissant sa jupe avec une élégance feinte. En passant devant la porte de la chambre d'Anna, sans même tourner la tête, elle a haussé la voix, « Repose-toi, tu dois être épuisé. Ne t'inquiète pas, ce qui doit arriver arrivera. » Et ainsi, elle est partie, laissant derrière elle un parfum intense et une blessure de plus, invisible mais tout aussi douloureuse. Ruan est parti peu après, sans entrer dans la chambre et sans dire au revoir à son fils. Anna est restée près du berceau, regardant son bébé dormir les petites mains entrelacées. Chaque respiration tranquille de l'enfant était une douleur de plus dans son cœur. Cet après-midi-là, la belle-mère a préparé de la nourriture pour 3, mais seuls 2 ont mangé, elle et le bébé. Anna a dit qu'elle était fatiguée et c'était vrai, elle n'a bu que de l'eau et mangé un paquet de vieilles biscuits de son sac de maternité. Anna s'est allongée sur le côté, caressant les cheveux de son fils les yeux ouverts. Elle n'a pas dormi, n'a pas pleuré, n'a pas réagi. Son esprit était vide, à l'exception d'une phrase qui résonnait, « Je ne vole rien, je ne fais que réclamer ce qui m'appartient. » Mais, réclamer quoi? Cet homme n'a jamais appartenu à personne, pensa-t-elle. Anna a compris que ce qu'elle croyait être un foyer n'était qu'une halte temporaire pour un homme qui n'a jamais su aimer. Alors elle a murmuré à son fils, « Tu es tout ce que j'ai et maman t'emmènera loin d'ici. » 3 jours après l'accouchement, alors qu'Anna ne pouvait toujours pas s'asseoir plus de 10 minutes sans avoir des vertiges, l'amante de Ruan est revenue, cette fois seule. Elle est entrée avec un pull ajusté couleur mousse, une jupe en laine jusqu'aux genoux et des bottes courtes, comme si elle venait d'un centre commercial. Elle portait un sac crème, simple mais cher. Elle n'a pas frappé à la porte. La belle-mère, qui étendait du linge dans le patio, n'a pas pu l'entendre. La jeune femme s'est arrêtée dans la cuisine comme si elle connaissait l'endroit et a dit d'une voix douce mais tranchante, « Bonjour, Anna. Je suis venue voir le bébé et te laisser un cadeau. » Anna, allongée sur le lit, tenait le bébé d'une main et une bouillotte sur son abdomen. Son visage était pâle, ses lèvres gerçaient, la sueur perlait sur son front. Le bébé était faible à cause de la jaunisse, il avait besoin de lampe et de lait maternel. Mais Anna avait perdu son lait la veille. Toute la nuit, elle a eu de la fièvre à cause de la mastite et la douleur la déchirait. La jeune femme n'a pas regardé le bébé ni demandé des nouvelles d'Anna, elle s'est juste approchée et a sorti une enveloppe rose de son sac, l'a posée sur le bord du lit et a dit, « Il y a 50 000 pesos ici. Prenez-les et partez. Ne vous accrochez pas. Nous nous occuperons du reste. » Anna a regardé l'enveloppe comme si c'était un serpent et alors le silence a été rompu par un fracas. La belle-mère, qui venait d'entrer avec une tasse de thé, l'a jetée au sol, la brisant en 2. Le thé a éclaboussé les pieds de la jeune femme et, furieuse, elle a crié, « Tu crois que c'est un marché ici? Que tu peux payer ce que tu veux et virer quelqu'un comme si tu payais un taxi ?» La jeune femme a reculé, un peu gênée, mais sans remords. Elle a haussé les épaules et a dit, « J'ai pensé qu'il serait préférable de clarifier les choses dès le début pour tout le monde. L'enfant peut rester avec elle, nous en avons déjà convenu. » Anna a regardé sa belle-mère et celle-ci lui a rendu son regard. À cet instant, toutes deux ont partagé une douleur différente. La belle-mère n'a rien ajouté. Elle est allée à la cuisine comme si briser la tasse avait suffi. La jeune femme a ajouté, « Je suis une femme et je ne veux pas qu'elle souffre. » Elle a répété comme si elle avait rendu un service au lieu d'humilier. Puis la jeune femme est sortie de la maison et l'enveloppe est restée sur le lit, intacte. À ce moment-là, le bébé a pleuré et Anna l'a pris dans ses bras. Chaque mouvement était une douleur aiguë dans la cicatrice, mais elle ne pouvait pas s'allonger. L'enfant pleurait sans arrêt, il n'y avait pas de lait, juste la chaleur de sa mère et l'humiliation dans l'air. Ce midi-là, Anna a demandé la permission d'emmener le bébé à l'hôpital pour recevoir un traitement de photothérapie. Elle ne pouvait pas rester à la maison et avait besoin de sortir de cet environnement. La belle-mère l'a accompagnée, tandis que Ruan n'est pas apparu, n'a pas appelé, ni même écrit. Anna a attendu devant la salle de photothérapie, regardant son petit-fils nu sous la lumière bleue, avec ses lunettes qui protégeaient ses petits yeux fragiles. Ils sont restés presque 2 heures ainsi et, à ce moment-là, une pensée sombre s'est glissée dans son esprit, si ce n'était pas pour lui, peut-être que je ne serais pas là. Mais ensuite le bébé a tourné la tête en la cherchant,
bougeant la bouche comme s'il voulait lui dire quelque chose. C'est alors qu'Anna a éclaté en sanglots pour la première fois depuis l'accouchement. Pas un son n'est sorti, seulement des larmes coulaient librement sur son visage. Elle a sorti son téléphone portable, a ouvert l'application de notes et a commencé à écrire « Dépenses d'analgésiques, 680. Compresse stérile, 380. Avoine et lait, 450. Couche, 860. Taxi à l'hôpital, 1000 pesos. » Elle a enregistré la note avec la date de naissance de son fils comme mot de passe et, à partir de ce jour, elle a commencé à tout noter, même ce qui ne pouvait pas être mesuré en argent. En rentrant, la belle-mère épuisée lui a parlé avec inquiétude, « Anna, l'enfant est jaune. La formule ne le fera pas grossir. » Anna a acquiescé et a décidé de récupérer son lait. Même si ça faisait mal, même si ses mamelons étaient gercés, elle ne pouvait pas laisser son fils souffrir. Dans la cuisine, le sac de fruits de la menthe était toujours intact. Anna l'a emporté dans l'allée et l'a donné à une femme qui ramassait les déchets recyclables. Puis elle s'est lavé les mains, a allumé l'ordinateur et a ouvert un logiciel de conception. Un projet de maison inachevé était là. Elle a regardé le design longuement. Puis elle a ouvert un nouveau fichier et l'a nommé « Mon propre foyer ». Ce matin-là, la pluie printanière persistante a duré de minuit jusqu'au 3e coup de cloche de l'église voisine. Anna venait de coucher le bébé après la première tétée du jour, toujours fiévreuse et la sueur froide imbibant son dos, elle chauffait de l'eau pour soulager la douleur dans ses seins, quand soudain elle a entendu le bruit familier d'une moto. C'était Juan, qui est entré sans retirer son imperméable. Dans sa main, il tenait un dossier plié sous un clip métallique et un stylo bleu. Il l'a posé sur la table à côté du lit où elle travaillait auparavant, mais qui était maintenant pleine de lait et d'analgésiques. Alors, d'un ton froid et sec, il a dit « Je veux que tu signes ces papiers. » Anna, la main sur la poitrine, respirant avec difficulté, a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» C'est une demande de divorce par consentement mutuel. Je ne veux pas prolonger cela. Le silence a rempli la pièce, rompu seulement par la pluie sur le toit et la respiration du bébé. Anna a regardé Juan. Ses cheveux étaient mouillés, sa chemise collée à son corps, mais ses yeux ne montraient aucun doute. Il a continué, « Je vais te le dire sans détour. Julia et moi avons des projets et nous ne pouvons pas rester dans cette situation avec toi. » Les mots ont coupé comme un couteau. Anna s'est redressée, a laissé la bouillotte et a ouvert le dossier. 2 feuilles format lettres étaient remplies de leur nom, date de mariage et motif du divorce, qui disait « Séparation volontaire ». Le stylo était là et Anna ressentait une forte pression dans sa poitrine face à l'insistance de Juan. Ses mains pâles, aux veines marquées, tremblaient non pas de peur, mais de douleur, de rage et de froid. Elle a essayé de signer, mais le trait a dévié, laissant une tache comme du sang. Alors elle a lâché le stylo, a respiré profondément et l'a regardé, « Je ne signerai rien. » 3 mots plus lourds que n'importe quelle supplication. Juan a haussé les épaules, a rangé le stylo et est sorti en disant, « Comme tu veux, mais tu ne feras que compliquer les choses. » La porte s'est refermée. Le vent a fait bouger quelques mouchoirs en papier. Anna les a ramassés, a pris le bébé qui bougeait avec agitation et l'a réinstallé. Puis elle a ouvert un coussin, a enfoui son visage dedans et est restée silencieuse, comme une pierre qui attend le soleil pour sécher. Cet après-midi-là, la belle-mère est revenue. Les voisins lui avaient parlé de l'homme avec les papiers de divorce. Elle a vu le dossier sur la table, mais n'a pas posé de questions, a juste laissé un paquet de flocons d'avoine et a dit « Mange pour avoir plus de lait. » Anna a répondu presque sans voix « Je n'ai pas faim, laissez-le là. » La belle-mère n'a pas insisté, a rangé la table et est sortie dans le patio pour se coiffer. Cet après-midi-là, Anna a ouvert ses notes sur son téléphone portable et a ajouté « Papier de divorce présenté à une épouse postpartum. » Motif, la femme veut la légitimité. Dommage, incalculable. Signature, impossible. Depuis que Juan avait apporté les papiers, la maison s'était refroidie comme une cuisine sans feu en hiver. La belle-mère suivait sa routine. Elle se levait à 5 heures, balayait, faisait bouillir de l'eau, cuisinait, prenait son petit déjeuner d'avoine salée, déjeuner d'œufs durs et de légumes, parfois de poissons séchés. Elle mangeait seule dans le patio, sans inviter Anna, mais sans fermer les portes ni interdire quoi que ce soit. Anna, dans le grenier, souffrait de douleur en bougeant. Le bébé dormait mal, buvait peu et vomissait. Elle était à court d'analgésiques, mais n'a pas demandé d'aide.
Ce midi-là, pour la première fois après l'accouchement, Anna a décidé de sortir acheter de la nourriture. Elle a vérifié son vieux portefeuille. Elle n'avait que des billets froissés, économisés pendant la grossesse pour les urgences. Elle a pris un billet de 500 pesos, l'a rangé et est descendue les escaliers. Chaque pas était une douleur lancinante. Elle a acheté de l'avoine et un œuf en conserve à un stand connu. La vendeuse, ne sachant pas qu'elle était une jeune mère, lui a dit « Tu devrais le manger chaud ». Anna a acquiescé, la sueur coulant dans son dos. Attendre 5 minutes était une torture. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a serré le sac de nourriture contre sa poitrine. En rentrant, la belle-mère l'a vue, mais a seulement commenté « Sortir acheter de la nourriture après l'accouchement. C'est dur ». Anna a répondu « J'ai l'habitude ». La belle-mère n'a rien ajouté. Avant de partir au marché, elle a murmuré « Mon fils est stupide. Qu'il assume les conséquences ». Cette nuit-là, Anna a préparé du lait maternisé car ses seins, gercés et saignants, ne produisaient pas de lait. Pendant qu'elle nourrissait le bébé, elle a ouvert son vieil ordinateur portable, lent mais fonctionnel. Elle a examiné un ancien plan de maison, un projet abandonné, a pris un crayon et a esquissé un nouveau plan, un appartement de 25 mètres carrés pour elle et son fils, avec une fenêtre pour le soleil et une mezzanine sûre. Elle ne savait pas si elle le vendrait, mais ça la maintenait occupée. Le bébé a dormi après le lait maternisé. Il était 2h30 du matin. Dehors, le vent sifflait et le son d'un vendeur de pain s'est estompé. Anna a pensé, si je ne me lève pas, qui protégera mon fils de gens comme son père? 5 ans auparavant, Anna Torres était une architecte renommée. Elle avait conçu une série de maisons pour étudiants, minimalistes et fonctionnelles. Son dernier projet avant de quitter son travail pour la grossesse était la conception d'un immeuble de 3 étages, rejeté car il ne correspondait pas au marché. Elle l'avait rangé dans un dossier, mais cette nuit-là, elle a décidé de le revoir. La poussière recouvrait les coins, mais les tracés étaient toujours précis. Elle a modifié le design, ajustant les escaliers, l'éclairage et les salles de bain, éliminant les décorations inutiles. Elle a travaillé jusqu'à l'aube, les yeux brouillés et les mains tremblantes. À 6h40, le téléphone a sonné. C'était Clara, une amie de l'université qui avait promis de l'embaucher si elle ouvrait son entreprise. Elle lui a demandé le design abandonné pour rénover des maisons à louer. Anna a envoyé le fichier sans corriger le nom. Son cœur battait comme lorsqu'elle attendait les résultats de sa première échographie. À 9h, un message de la banque est arrivé sur son téléphone portable, compte crédité de 40 000 pesos pour la conception de projet. Anna a pleuré en silence en serrant son fils dans ses bras. Quelques minutes plus tard, Clara lui a écrit « Ce n'est qu'une avance. J'ai payé pour la foi que tu conserves encore. » Anna a enregistré le message, l'a marqué comme favori et l'a intitulé « Renaissance ». Pour la première fois depuis des mois, elle a vérifié son compte bancaire, qui n'avait que le coût de la maintenance. Ces 40 000 pesos, bien que peu, étaient les siens, gagnés grâce à son talent, sans mendier ni s'humilier. Cet après-midi-là, elle a acheté une boîte de lait avec une meilleure formule. En la voyant, la belle-mère a demandé « D'où as-tu tiré cet argent ?»« J'ai redessiné un vieux modèle pour une amie », a répondu Anna. La belle-mère n'a rien dit, a regardé la boîte de lait et le bébé. Cette nuit-là, pour la première fois, Anna a mangé avec elle. Elles n'ont pas parlé, mais dans son assiette, il y avait du poulet chaud. Anna a remercié Clara par courriel et a ouvert un nouveau dossier sur son ordinateur nommé « Projet Anna Torres ». Pour la première fois depuis des mois, elle n'a pas mis son nom en tant qu'épouse ou belle-fille, mais en tant qu'elle-même. Un après-midi, alors qu'elle calmait le bébé, elle a entendu la moto de Juan. Il est entré sans prévenir, avec un sac en plastique sale contenant une boîte de lait maternisé bon marché et des petites couches. Il l'a jeté sur la table, « Tiens, pour le lait et les couches. Ne m'écris pas pour dire qu'il manque quelque chose à l'enfant. » Sa voix était froide, mais Anna, le bébé dans les bras, n'a pas répondu. Elle l'a seulement regardé avec des yeux immobiles. Juan, irrité par son silence, a souligné « Tu te crois supérieur parce que tu gagnes quelque chose avec tes petits dessins? On verra si tu élèves l'enfant sans ma mère. » La belle-mère, depuis la cuisine, a voulu parler, mais sais-tu quand Juan l'a regardée. Maman, elle se victimise, mais au fond elle nous méprise. Il a regardé le bébé et a dit « Ta mère ne sait vivre qu'aux dépens des autres, petit. » L'enfant a pleuré.
Anna l'a serré dans ses bras, est entrée dans la chambre et a fermé la porte. Les pleurs résonnaient comme des coups de poignard. La belle-mère, les mains mouillées par le lavage du riz, a regardé le sac de lait bon marché et a soupiré, « Vivez comme vous voulez. Je ne peux pas supporter ça. » Ruan s'est assis en regardant son téléphone portable, mais ses mains tremblaient. À l'intérieur, Anna a chanté une berceuse que sa mère lui chantait quand elle était enfant. Le bébé a cessé de pleurer, mais ses lèvres restaient serrées. Anna a ouvert son ordinateur portable et a essayé de travailler, mais elle ne pouvait pas. Elle a décidé que c'en était trop. Elle voulait partir et recommencer. Le 14e jour après l'accouchement, Anna a baigné le bébé avec de l'eau de feuilles de goyave. Ses yeux s'ouvraient davantage. L'incision sur son ventre faisait toujours mal. Cet après-midi-là, Ruan est revenu, mais cette fois Anna l'attendait. En entrant, il a posé un mince dossier sur la table, « Il ne manque que ta signature. » Ne prolongeons pas cela. Anna a pris le papier avec une expression de détermination. Ruan, en la voyant, a souri, « Tu as changé d'avis si vite. Tu n'as pas retenu l'homme, mais tu gardes l'enfant. » Anna a examiné le document. Elle ne demandait ni bien, ni maison, ni pension, juste une clause écrite à la main, « L'enfant reste avec la mère. Toutes les décisions concernant son éducation, ses soins et sa vie sont de ma responsabilité. » Ruan a plissé les yeux et lui a dit, « Mon fils, je te le laisse pour que tu sois tranquille. » Finalement, Anna a signé. L'encre semblait du sang, non pas à cause du stylo, mais à cause de la coupure sur son ongle lorsqu'elle s'était accrochée au lit la première nuit où il avait demandé le divorce. Ruan a signé et est sorti sans regarder l'enfant. Ses chaussures ont laissé des traces de boue qu'Anna n'a pas nettoyées. Cette nuit-là, Anna a fait peu de bagages, un sac à dos de vêtements, un sac avec du lait et des couches, les documents du bébé et l'ordinateur portable enveloppés dans une serviette. La belle-mère, depuis la cuisine, l'a vue sans poser de questions. À 23 heures, Anna est sortie avec le bébé. Sans vouloir être vue, elle a pris un taxi, serrant son fils contre sa poitrine. Le vent froid s'infiltrait à travers ses vêtements, mais elle ne le sentait pas. Son esprit était rempli de plans, de rendez-vous et de chiffres. Elle a loué une petite chambre près du marché. Moins de 10 mètres carrés avec salle de bain privée et une fenêtre pour la lumière du matin. En couchant le bébé sur un matelas, Anna a regardé le plafond jaunissant et a soupiré. Elle a envoyé un message à Clara, officiellement, « Je suis célibataire et libre. » Clara a répondu, « Je suis contente pour toi. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que quiconque, juste de ne pas te trahir toi-même. » Anna a couvert le bébé en regardant son visage paisible et a murmuré, « Tu es la seule raison pour laquelle je suis partie de là et tu seras la raison pour laquelle je ne reviendrai jamais. » La chambre avait des murs tachés et un sol glissant. Le plafond était bas, mais pour Anna, c'était un début, une renaissance après avoir failli mourir dans son mariage. Elle payait 10 000 pesos par mois, se levait à 5h30 du matin, préparait le lait maternisé pour le bébé et ouvrait son ordinateur portable. Le travail de freelance n'était pas énorme, mais Clara lui trouvait des clients, des designs de maisons, d'hôtels, de cafés et d'appartements. Sans climatisation ni bureau, elle utilisait une chaise en plastique et une table pliante. Le matin, elle dessinait. L'après-midi, elle emmenait le bébé dans une garderie. Le paiement était faible, mais incluait des couches et du lait gratuit pour les mères célibataires. Une nuit pluvieuse, le toit goûtait sur le matelas. L'enfant avait de la fièvre et de la mousse à la bouche. Désespérée, Anna l'a enveloppé dans une couverture et a couru 800 mètres sous la pluie jusqu'à un centre médical. En le remettant au médecin, elle était trempée et tremblante. Quand l'enfant s'est stabilisé, le médecin a demandé, « Où est votre mari ? » « Je suis divorcée », a-t-elle répondu. « L'enfant va bien, mais vous devez être plus prudente la prochaine fois. » Cette nuit-là, Anna n'a pas dormi, mais elle a pu envoyer le plan à temps. Le client a loué son souci du détail et ce mois-là, elle a reçu 40 000 pesos d'avance. Elle a dépensé 10 000 pour le loyer, 2 000 pour les couches, 3 000 pour le lait maternisé et a économisé le reste. Un matin ensoleillé, le téléphone portable d'Anna a sonné. Clara lui a envoyé un lien. C'était un article intitulé « Une maison avec du soleil », conçu par une mère célibataire qui avait affronté le divorce après l'accouchement. Anna a lu, abasourdie, c'était sur elle. Le design d'une maison simple, avec des plantes grimpantes et un puits de lumière, était en construction à Santa Cruz.
La photo montrait Anna dessinant avec son fils rampant à ses côtés. Les commentaires l'ont ému, j'admire les mères célibataires, une petite maison avec une grande lumière. Anna n'a pas répondu, elle a juste regardé son fils, qui dessinait une maison avec 2 figures, une grande et une petite. Dans un café du centre-ville, l'ex-maîtresse de Rohan lisait l'article. Elle a regardé la photo d'Anna et de son fils, puis sa propre main tenant un thé. Elle a envoyé le lien à Rohan avec un message, « Tu sais quoi ? Je me suis trompée. » Rohan a vu le message, mais n'a pas répondu. Au village, la belle-mère a trouvé l'article en cherchant des recettes. Elle a lu le nom d'Anna, a vu la photo et a murmuré, « Non seulement elle a élevé mon petit-fils, mais elle a sauvé l'honneur de notre famille. » Fin juin, la chaleur est revenue. Anna travaillait davantage. Ses créations gagnaient en reconnaissance et un jeune client lui a commandé la rénovation d'un café. « Pouvez-vous travailler la nuit ?» lui a-t-il demandé. « Je dessine quand mon fils dort, de 1h à 4h du matin, » a-t-elle répondu. En une semaine, elle a envoyé un plan détaillé et a reçu 300 000 pesos. C'était le premier gros paiement qu'elle recevait en un an. Sans hésiter, elle a appelé le propriétaire, « Bonjour, je souhaite résilier le contrat plus tôt. Je vous remercie de tout votre soutien, mais j'ai besoin de plus d'espace. » Déménager a été simple. 3 sacs, un avec des vêtements, un autre avec les affaires du bébé, un autre avec l'ordinateur portable. Le nouvel endroit avait un balcon pour les plantes grimpantes et un espace pour dessiner. Après le départ d'Anna, Rohan a vécu insouciant. Il a emménagé avec son amante dans un appartement élégant, mais 2 mois plus tard, son entreprise l'a licencié pour abus d'autorité et favoritisme. Sans travail et sans revenus, les dîners luxueux sont devenus des nouilles instantanées. L'amante, voyant le changement, est partie en lui laissant une note sur la table, « Ce fut une erreur de me mettre avec toi. J'ai juste perdu mon temps. » Rohan est rentré chez sa mère à pas timide. Elle ne l'a pas serré dans ses bras, elle lui a juste dit, « Tu as perdu ce que tu avais de plus précieux à chercher la beauté et regarde-toi maintenant, tu n'as rien. » Cette nuit-là, Rohan a regardé de vieilles photos de son fils. Il a essayé d'appeler Anna, mais il n'y avait pas de connexion. Il a dormi dans la chambre où était accrochée sa photo de mariage. C'était maintenant un espace vide. Un samedi chaud, Anna et son fils, qui avaient déjà plus d'1 an, mangeaient dans un café. Rohan les a observés de loin avec un jouet en bois rouge à la main. L'enfant l'a vu et a demandé, « Maman, qui est ce monsieur ?» Anna a regardé Rohan. Leurs yeux se sont croisés sans salutation ni larmes, juste le silence. Elle a serré la main de son fils et n'a pas répondu. Rohan est parti, laissant le jouet non ouvert. Cette nuit-là, Rohan a écrit, « Je veux voir mon fils. Tu ne peux pas me retirer ce droit. » Anna a lu le message, mais n'a pas répondu. Elle a couché son fils en sentant sa respiration et a murmuré, « Je n'ai rien perdu. J'ai mon fils et j'ai tout. » Un après-midi, alors qu'Anna ouvrait la porte avec son fils, Rohan est apparu devant le portail avec du lait importé, un jouet cher et une épaisse enveloppe. Ses yeux, vides mais emplis d'espoir, suppliaient. L'enfant, en le voyant, s'est caché derrière sa mère. « Maman, qui est ce monsieur ?» Rohan a tremblé, les yeux rougis, mais Anna, sereine et calme, lui a dit, « Ce monsieur était quelqu'un en qui j'ai eu confiance, mais il m'a trahi. » Rohan a voulu se lever, mais ses jambes ont flanché. Anna est entrée avec son fils sans regarder en arrière. Un dimanche, lors d'un atelier pour femmes sur la reconstruction de la vie après le divorce, Anna a parlé pour la première fois, « J'ai accouché et mon mari m'a demandé le divorce. J'ai couru sous la pluie sans un sou. J'ai dessiné mon premier plan dans une chambre sans table. Je m'en suis sorti et un jour mon fils m'a demandé qui était son père. Ce jour-là, j'ai su que je n'avais pas appris à pardonner. J'ai appris à ne pas avoir besoin de pardonner. » Le silence a rempli la salle. En sortant, quelqu'un lui a touché l'épaule. Anna s'est retournée. C'était son fils qui la regardait avec un sourire. « Merci, mon fils. Grâce à toi, je n'ai pas besoin de haïr qui que ce soit. » L'histoire d'Anna n'est pas fictive, elle représente de nombreuses femmes qui savent endurer, mais aussi se relever. Elle n'a pas cherché vengeance, elle a seulement protégé son fils et elle-même. Quand Rohan s'est agenouillé, son fils ne l'a pas reconnu et ce jour-là, elle a appris que, parfois, les secondes chances n'existent pas et qu'il faut en profiter quand la vie vous en offre une.
Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez votre avis dans les commentaires. Je vous demande également de liker la vidéo et de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne pour que je puisse vous apporter plus d'histoires fascinantes.